Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien. Merci, Eric. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va très bien. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Mais tu sais, on avait déjà commencé à aborder un peu ces sujets-là, je pense, l'année passée. Là, tu sais, on avait trouvé sur génie.com les règles d'or de généalogie. Puis on en avait abordé quelques-unes parce que tu sais, pour réussir à connaître tes ancêtres, il faut procéder d'une façon méticuleuse. Là, récemment, on a parlé beaucoup de registres. Je pense qu'il y a beaucoup de ces règles d'or en généalogie qui sont sur la prise d'information et la prise de registre. Je pense que ce serait important avant d'arrêter de parler des différents registres, là, de clore un peu avec ça, comment ça marche. Puis il y a beaucoup de ces règles d'or-là, justement, qui parlent de registres. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Puis, ben, écoute, la première chose dont on voudrait vous parler, on vous affiche ça à l'écran, mais c'est en anglais, on va vous les traduire. Euh, la première, on parle d'utiliser la discrétion. Oui, Bon, la ça, règle 3, utilisez votre discrétion. ouais. Euh, En fait, c'est comme, tu sais, si tu parles de la généalogie, c'est le fun quand tu parles de tes arrière-grands-parents, mais quand tu parles de ton père, ça se peut que ça ne te tente pas de mettre son registre de naissance en ligne. Déjà, ils ne sont pas disponibles là, jusqu'à ce qu'il y ait comme 90-100 ans, les registres d'une façon standard. Là. C'est peut-être Mhm. pas ta place de les mettre en ligne. Là. Faudrait peut-être être gentil à un moment donné, puis garder un peu de. Garder une petite gêne, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout pour les gens qui sont encore vivants, là, parce que bon, on Ouais, s'entend que si tu fais une découverte sur un ancêtre du temps de la Nouvelle-France, là, bon, ouais, c'est un peu moins grave. utilise pas justement, au contraire, là, on va en parler plus tard, là, parle-en, justement. Mais moi Euh, dans ce genre-là, à un moment donné, tu sais, on disait ceux qui sont. Quand ma mère est décédée, je me suis dit, tiens, je vais ajouter son registre de décès sur mon arbre généalogique sur Généanet. Puis, ils veulent pas parce qu'il est trop récent. Fait que j'ai gardé l'image comme image privée, qui comme ça sera disponible si jamais un jour j'en ai besoin là, en ligne. mhm. Mais, euh, mais c'est ça, d'une façon normale, là, on ne met pas un registre disponible s'il n'est pas suffisamment vieux là, pour que ce soit 50, 75, 100 ans. Ça dépend des règles, des normes, où est-ce qu'on est, et ainsi de suite. C'est pour les mêmes raisons hein, qu'on n'a pas accès au recensement là, de v'là 10 ans ou v'là 20 ans. Là, ils sont, là, il y a celui de 1931 qui est sorti là, dernièrement. Là, Ouais, fait qu'on parle de quoi, 92 à ouais, peu près, je pense, ouais, 91. 92 ans, je pense qu'ils prennent. Là. C'est dès que ça dépasse le 90, ça va pouvoir arriver. Là, puis on a des dates qui arrivent avec ça. Fait que le prochain, ça va être dans 10 ans. OK. T'es-tu hâte? Euh, oui, oui, ben déjà, moi je Les pensais années que 40? déjà on est chanceux là, d'avoir celui de 1931 dont on a déjà parlé là, précédemment. Bon, je pense qu'au niveau là, de la discrétion, on a un petit peu fait le tour là, du sujet. Le deuxième sujet qu'on voudrait vous parler de la journée, ben, on parle de documenter les sources, euh, peu importe comment est-ce qu'elles se contredisent. Moi, j'ai un exemple de contradiction là, de documents. Je vous montre ça. Mon ancêtre Henri-Paul Laprairie, qui est né en 1887. Pourtant, il est dans le premier recensement qui apparaît, c'est en 1901. Il est dans OK, celui de 1911. fait qu'il n'est pas Mais dans celui de 1891. exact, exact. Là, bon, c'est-tu parce que tu n'as pas trouvé, tu sais, ben non, si je vais je vais voir ses parents, François Xavier Laprairie et Élisabeth Chrétien, on va dans le recensement justement de 1891, où est-ce qu'on peut voir qu'on a ici François Xavier Laprairie avec Élisabeth. On a Napoléon, qui aurait 5 ans au moment du recensement, puis Élisabeth, mais on n'a pas de traces. Puis on a même aussi hein, François Chrétien père, qui est le père d'Élisabeth. C'est OK, mais clairement la bonne famille, mais Henri-Paul n'apparaît pas dans le recensement de 1891, alors que c'est son frère et sa sœur
Est-ce qu'on apparaissent dans sait le où est-ce qu'il recensement. était? Est-ce qu'il était présent puis que les recenseurs ils ont oublié de mettre son nom ou il était chez un bonhomme, une matante, quelque chose? Si on n'a pas d'informations à ce sujet-là qui aurait été adoptées, parce qu'il y avait quand même juste 4 ans, 3-4 ans là, au niveau à ce recensement-là. C'était pas le plus vieux de la famille, il n'y a rien qui s'est passé. Là. Plus tard, j'aurais peut-être dit plus vieux que peut-être Bon, qu'il il est serait allé au parti, ouais. collège, puis il Ouais, serait en pension, en mais encore là, pension. en ville, tu sais, en campagne, ça se peut là, qu'on envoie les enfants en ville en Ouais, pension, en pension pour. mais je veux dire, tu es à la À Chine cette là, ou dans époque-là, souvent, ils faisaient Saint-Cunégonde. juste genre 3-4 années d'école, là, puis à moins qu'ils fassent des études supérieures, tu sais, ça se peut Ben, que. Henri Paul, lui, il est allé au collège classique. Ça, on sait ça. Mais Puis il était bon, il sûrement était en trop jeune. pension. Alors, il était à la Chine, il était Peut-être, peut-être pas en pension, on ne sait pas. peut-être Là, pas. ce qui est compliqué avec ça, c'est que là, c'est pas pire parce que tu avais déjà d'autres documents, là, mais si ton premier document que tu pognes, ou ton deuxième, c'est ça, là, tu penses qu'il est peut-être décédé ou qu'il est peut-être déménagé ou quelque chose, puis ça se peut que ça te nuise un peu à tes recherches. Mais si tu as déjà l'objectif de tout documenter, c'est que en ayant suffisamment de documents, tu augmentes tes connaissances, puis tu augmentes, euh, ta confiance que l'information que tu as, elle est véridique. Parce que plus que tu as de documents qui vont mentionner un état ou quelque chose, plus que tu vas être certain de ce qui s'est passé. Parce que ce qu'on a, dans le fond, c'est juste des reflets de ce qui s'est passé il y a 100, 200 ans. On fait avec l'information qu'on a, on n'était pas présent. Mais plus qu'on a d'informations, plus qu'on a des bonnes chances d'avoir la vérité. Fait que c'est Mhm, pour ça que c'est mhm, important de le mentionner. Des fois, ça va être contradictoire. Puis des fois, ce que tu pensais qui était vrai, dans le fond, tu as un document qui prouve le contraire. Puis éventuellement, tu vas pouvoir trouver d'autres documents qui vont étayer ça. Puis ce que tu pensais qui était vrai était faux. Des fois, c'est sur les noms. Des fois, tu penses que tu as le nom d'une personne, puis dans le fond, là, ta grand-mère, elle ne portait peut-être pas son vrai nom parce qu'elle n'aimait pas son nom, tu sais. mhm, Ça l'arrive. Des fois, ça va être des dates parce que ils vont pas. Ça, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Les dates, là, les dates, soit c'est la science-fiction, là. mhm, mhm. Donc, marque l'information que tu as, toute l'information que tu as tout le temps, parce que tu ne sais pas, tant que tu ne l'as pas contre-vérifié, que ton information, c'est la bonne. Mm. Puis il faut savoir aussi que les recenseurs à l'époque, hein, c'est un job qu'on fait aux 10 ans. Hein, fait qu'il n'y a personne qui est recenseur professionnel, là, qui c'est sa job. Bon, puis il y en a qui sont plus rigoureux que d'autres. Il y en a aussi hein, qui ont une 4e année de scolarité ou même Il y pas. en a qui Fait ne que, l'ont même pas, ouais. on parlait de l'écriture, des fois, il y en a qui sont beaucoup plus simples à lire que d'autres. Puis, Il y en a qui ne savaient juste pas écrire plus qu'il faut, là. Ils écrivaient à peu près, tu sais. c'est ça, puis autant la personne qu'on pourrait passer en entrevue, là, c'est quoi ton nom, comment tu l'écris, Ouais, ils ne ben demandaient là, pas comment ça. tu l'écris, ça n'existait pas, ça, avant, c'était oral. Fait que souvent, c'était comme, tu sais, mettons que tu arrives avec Zéphyrin, c'est comme, Il pourrait sortir avec un Z, des fois avec un X, mettons, là, ouais, tu c'est sais, ça. dépendamment comment que le recenseur, lui, pense qu'on écrit ça, fait que bon, c'est ça. Ouais, c'est Bon. ça, c'est super important de mentionner tes sources, mais de mentionner toutes tes sources. Si tu as un baptême, comment tu sais la date du baptême? C'est quoi la source d'information que tu trouves valide? Mhm, Si tu as deux informations différentes, mentionne-les. Ça se peut que plus tard, tu sais, au moment où tu l'as rentré, tu dis, bon, ben moi, j'avais le 12 puis le 11. Ça se peut que tu dises c'est le 12, puis que dans 2 semaines, tu te rends compte vraiment que c'était le 11, puis que tu changes d'info. Donc, mentionne toutes tes sources, mhm, garde celle que je trouve la plus valide. mhm, mhm. Oui, tout à fait. Puis en même temps aussi, ça permet, plus qu'on a d'informations, plus ça nous permet de trianguler l'information pour avoir la vérité ou s'en rapprocher là, le plus possible. Là. Le troisième point justement, hein, on parlait des recensements. La plupart, on dit, la plupart des dates sont approximatives. Ouais. C'est surtout vrai depuis les débuts, là, dans les débuts de la colonie, quand on n'avait pas, là, où est-ce que ces gens-là, ils sont nés. Bon, là, on Ouais. va lire à peu près telle date ou à peu près. Ouais. Quand ils ne Bon. connaissent pas la paroisse en France, où est-ce qu'ils sont nés, la date. Et aussi, souvent pour les décès, là, ouais, on enterre ton père, quel âge qu'il avait? Bon, il disait qu'il avait 85 ans. Ou des fois, il y en a qui disent que 100 ans, puis sur tous les registres que tu retrouves, il n'y avait pas plus que 60. Mhm, mhm, L'année de naissance, le plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils sont nés tard parce qu'ils sont jeunes. mhm. Ça, je pense que tu as un exemple à nous donner là, à ce niveau-là. Donc ici, on est chez les cloîtres.
Là, on parle, c'est le recensement de 1891, celui où ce que tantôt ton grand-père n'était pas OK. présent. Euh, c'est, tu sais, dans le fond, de toute la famille là-dedans, là, c'est mon arrière-grand-mère. C'est la mère de la mère à mon père, Amanda Cloître, qu'on voit, on la voit dessus. Amanda, elle est dessus, Ernestine, Anthony. Amanda Oui, Cloître, ici, qui a 4. 4 ans. Les années là-dessus, là, âge, ça peut être quand tu as 0, tu sais, C'est un 29. nouveau-né, là. Ouais. Des fois, ils vont mettre des fractions pour s'il y a Ouais. 3 mois, c'est 3 sur 12. Souvent, ils vont aller vraiment approximatif, tu sais. Puis là, quel âge tu as? 2 ans, 4 ans. Euh, Avec ça, là, tu sais, mettons Delphine, juste ici, là. Moi, j'ai pas étayé Delphine, là. Tu sais, Delphine, sa sœur, j'ai Amanda, j'étais allé chercher son registre. Mais Delphine, on sait qu'elle a à peu près 4 ans, donc on sait qu'elle est née à peu près, tu sais, Elle a 2 ans. 91 ou moins quand. Ouais, Delphine, 2 ans, à peu près vers Donc, 1889. C'est-tu en 1889, c'est en 1890, c'est en 1888? Est-ce que l'âge est précis? Est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce que les âges ici sont bons? Bonne chance. Mais on avait des âges. Des fois, l'information, tu te rends compte, tu sais, d'un registre à l'autre, que le nombre d'années, il n'augmente pas de 10 ans d'une fois à l'autre, ouais, tu sais. ouais. Comment ça qu'il y avait 2 cette année-là, puis il y en a 14 sur l'autre recensement 10 ans plus tard, là. Ouais, effectivement, j'ai vu ça des fois. Ben, c'est pas juste les enfants qui augmentent pas du bon nombre d'années. Souvent, c'est les adultes, tu sais. Ouais, la femme, là, quel âge ça? Ah, elle a 23 ans. Puis rendu 10 ans plus tard, ben, elle est rendue à 30. Parce qu'elle vieillit pas, tu sais. Ouais, puis tu sais, je Elle est pense aussi jeune. à cette époque-là, on s'entend, là, ton anniversaire, c'était pas. À 15 enfants, là, on fêtait pas les fêtes à tout le monde tout le temps, là. Tu sais, Ouais, on puis faisait pas un party, puis inviter les amis, puis tout, là. Tu sais, fait que j'ai comme l'impression que on accordait moins d'importance à ça, là, ben, à une certaine époque. on n'avait pas le même. Tu sais, il faut se mettre dans la vision de l'époque. Déjà, on parlait, tu sais, d'écriture, ils ne savaient souvent pas écrire, là, puis les noms, c'était vraiment oral. Fait que souvent, ils ne prononçaient pas nécessairement, tu sais, ils n'écrivaient pas nécessairement de la bonne façon s'ils l'écrivaient. Mais le concept là, de ponctualité, de calendrier, tu sais, avoir un rendez-vous chez le docteur mercredi prochain à 8h30, là, ça Ouais. n'existait pas, ça. Non, c'est ça, Déjà, tu vois. il y avait souvent pas de montre, il n'y avait pas de 8h30. C'était le matin, le midi ou le soir. Hmm. Puis ensuite, il n'y avait pas nécessairement un calendrier là, super précis. Soit il n'y avait peut-être pas de calendrier chez eux. Ils allaient aux saisons. Ils savaient quand l'hiver commençait. Il y avait les fêtes religieuses que le curé se donnait bien de Ouais, dire. ça, on le savait. Mais autrement, là, tu sais, il est-tu né le 12 ou le 13 ou le 14, là? Puis des fois, il y a des erreurs. Moi, j'ai un oncle là, qui est né pendant la guerre. Là, il y a des registres de baptême contradictoires, là. Il y en a aussi qui ont menti sur leur âge pour aller à la guerre. Oui, oui, ça, il y en a vraiment beaucoup, là. Le plus jeune soldat allié qui est décédé sur le front, là, au champ d'honneur, je pourrais vous montrer ça. J'avais été le visiter, là, son cimetière, là. Excuse, sa pierre tombale au cimetière de Bretteville sur l'Aise. Le gars, il avait 16 ans. Il est mort en Normandie, à avoir fait le débarquement à 16 ans. Pense à ça. Hmm. C'est quelque Ouais. chose. Mais lui, il voulait, là, tu sais. Puis, ben, il avait menti sur son âge. Il n'avait pas le droit d'aller dans l'armée à 16 ans, là. Ils se sont rendus compte plus tard. Ouais. Il devait être minuscule comparé au gars de 22 ans, là. Ouais. Puis le stress, Ouais, hein, quand même. Ben, c'est ça, stressant pour tout le monde, là, mais quand tu as 16 ans, là, c'est quand même. Euh, ce soldat doré, là, un Québécois qui était, c'est le plus jeune soldat mort dans les forces alliées durant la Deuxième Guerre, là. le prochain point, on dit si vous n'êtes pas certain, ne faites que dire non. Ben, ou Puis, mentionner les incertitudes, là. ouais, c'est ça. Moi, tu sais, un non aujourd'hui ne veut pas dire un non demain. J'ai un exemple là, de ça.
dans les premiers habitants de la ville de Québec, après la prise des frères Kirk, on a un couple du nom de Jean Guyon et Mathurine Robin qui arrive, ancêtre de tous les Dion d'Amérique. Si on regarde ces enfants, sont arrivés, hein, il y a des enfants, quand ils sont arrivés, leurs enfants étaient déjà pas mal tous nés. Oui, comme la plupart Euh, de ceux qui sont arrivés tout de suite après la reprise de Québec, là. mhm, mhm. Il y amenait des familles à ce moment-là. C'est ça. Puis bon, entre autres, il y a eu Barbe, une des filles qui est arrivée avec son mari, Pierre Paradis, qui était déjà marié avec Pierre Paradis, ancêtre de tous les paradis au Québec, Fait, ou beaucoup là, de paradis au Québec. fait que là, Ça, les Guyons sont déménagés avec leurs enfants qui étaient déjà mariés. C'est quand même intéressant. entre autres, il y en a qui étaient déjà mariés. Puis, ce qu'on raconte, c'est que moi, mon ancêtre, Antoine Béliveau, du côté de mon père, le premier Béliveau, c'est Antoine Béliveau, qui est marié avec André Guyon. Puis OK. euh, on a longtemps dit que ça serait la fille de Jean Guyon et Mathurine Robin. Elle est arrivée en Acadie. Eux autres sont arrivés à Québec, les premiers, Jean Ouais. Guyon, alors qu'Antoine Béliveau et André Guyon se sont mariés à Port-Royal. André était arrivé d'un premier mari, un Bernard, qui est décédé. Elle s'est mariée en seconde noces avec Antoine Béliveau à Port-Royal. Puis on a longtemps dit, moi, quand j'étais plus jeune, là, on dit, ah, ben, c'est les mêmes, c'est la même, c'est un enfant. Puis si on regarde sa date approximative de naissance, on parle de 1620, on n'a pas le nom de ses parents. Euh, mais si on regarde Jean Guyon et Mathurine Robin, leurs enfants, Ouais, ils sont nés dans ces années-là. 16-17, 16-20, 16-21. Tu sais, c'est pas, Ça aurait dans fité. l'espace-temps, ça aurait fité. Et ça, c'est sûrement tu sais, une exagération. Ils reconnaissent le nom, puis ils disent, ben, tous les Guyons, Dion là, au Québec viennent de lui. Donc, elle qui est une Guyon, sûrement que. Avant, tu sais, maintenant, c'est relativement simple de faire des recherches généalogiques parce qu'on a des registres en ligne. Puis, tu sais, bon, je pense qu'on l'a déjà mentionné, là, c'est pas faire les mêmes recherches qu'on fait maintenant, v'là 20 ans, ça implique d'appeler ou de se déplacer dans toutes ces paroisses-là pour aller regarder les registres physiques. Mhm, Ou mhm. éventuellement, c'était les années 70, ça avait été sur microfiche. Mais encore, faut-il aller les voir et puis rechercher. Maintenant, avec Internet, les registres qui ont été digitalisés et qui sont indexés, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis on se rend compte justement d'exagérations qui avaient été faites comme l'aiguillon, comme ça. Mais avant d'être certain, des fois, tu sais, c'est comme ça se peut que tu te trompes. Ben là, où est-ce qu'on commence à avoir plus de certitude? Parce que, comme je dis, c'est pas impossible. Dans l'espace-temps, ça arrive. Là, tu dis, ah ouais, il y en a une qui est partie du Poitou, l'autre sont partis de la Normandie. C'est pas impossible parce que peut-être qu'elle, justement, avait décidé, ah, finalement, moi, j'y vais pas. Puis là, ben, finalement, elle veut rejoindre sa famille. Elle entend que dans le bout de La Rochelle, ben, il y a des gens qui partent. Elle s'en va là. C'est pas impossible comme histoire. Par contre, comme je disais, on n'était pas certain à l'époque. C'était de la supposition. Et on avait raison de supposer, puisque aujourd'hui, avec les tests d'ADN, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ADN de ceux qui se disent descendants de Marie Guyon et de l'ADN de ceux qui se disent descendants de Jean Guyon. Et on n'a Ouais, c'est aucune pas la même chose, là. certitude, c'est pas la même famille, c'est pas bon, peut-être plus haut, là, en France, peut-être, mais c'est pas c'est pas la fille de Jean Guillaume et Mathurine Robin. Et ça c'est intéressant, le concept d'ADN en généalogie, parce que tu n'as pas l'ADN de tes ancêtres. Tu y vas par statistiquement avec les arbres, les choses qui ont été prouvées, puis tu vas être capable d'extrapoler certaines choses. Ça ajoute une dimension intéressante. Ouais, mais ça, l'ADN, si justement, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui voudrait venir nous en parler, c'est un sujet là, on parle au niveau de la généalogie, bien évidemment, là, Ouais. que ça serait très intéressant là, de rencontrer cette personne-là. Oui, vous pouvez nous convaincre d'aller faire nos tests d'ADN chez Ancestry ou. Le prochain point nous dit c'est pas parce que c'est en ligne que c'est vrai.
Comme beaucoup de choses sur Internet. Effectivement. Je viens d'en citer un peu un exemple qui, jadis, était une certitude d'Internet, mais ne l'est pas. Toi, tu as un autre exemple à nous montrer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ici, on voit Jean-Baptiste Lebert et Marie Thibault. Plus ça se trouve, je pense que j'ai déjà parlé de Flavie Hubert. Hubert, Hébert, Lebert, c'est une exagération de nom, là, une mauvaise. On en a déjà parlé à cause du nom, justement, qui changeait. Mais ici, Marie Thibault, qui s'est mariée avec Jean-Baptiste Lebert. On voit ici, on est sur nos origines. Là. Nos origines, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça se veut être l'arbre généalogique de la francophonie au Canada. Puis, c'est pas des spécialistes ou des experts qui remplissent ça, c'est des gens comme nous autres là, qui vont proposer des changements. Là, puis chacune de ces personnes-là, il y a la fiche, elle appartient à quelqu'un qui a rentré cette information-là. Puis là, ben, des fois, ça va bien parce que tu pars de quelqu'un. Là, ici, c'est Lebert du Trissac, tu as des Hubert ici, tu vois. Puis là, Jean-Baptiste, tu montes, ça va bien parce que tu peux aller là, tu peux remonter. Sauf que, comme j'ai dit, c'est rentré par des gens, puis c'est pas toujours bon. Comme là, ici, moi je rentre, comme on dit tantôt, on rentre toujours les sources. Moi, quand je viens, tu sais, je pense que je l'ai déjà mentionné, le registre réel papier, ça, c'est une source qui est le plus fiable à la réalité parce que ça a été écrit à l'époque. Si tu as une photo de ça, c'est pas pire. Dès qu'on parle d'une transcription, on parle d'une chance d'avoir fait une erreur. Puis ensuite, quand on parle de quelqu'un qui prend cette information-là et qui s'en sert, on parle encore plus de chances de faire des erreurs. Puis là, mais ce qui va arriver des fois, c'est qu'il y a des erreurs qui vont se glisser. Donc là, moi, quand je fais mon arbre, je remonte éventuellement jusqu'à Marie Thibault, qui a marié Jean-Baptiste Lebert. Puis, dans son registre de mariage, elle, ça marque qu'elle est fille de Marie, avec pas de nom de famille, ça, je pense qu'on a déjà mentionné, et de Étienne Thibault. Là, ce qui peut y avoir confusion, c'est que dans Laval, dans les années, fin des années 1700, là, Étienne Thibault, il y en a un puis un autre. Là. Le gars, il aurait pu s'appeler Éric Tremblay ou Joe Blow. Ça aurait été pareil. Sauf qu'un Étienne Thibault qui marie une Marie, il y en a plus qu'un. Il y en a vraiment plus qu'un. Ça s'appelait Félicité, mettons. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça donne, ça leur rajoute une certaine complexité, disons. Puis, on a parlé l'autre fois de Marie Fournier, sa mère. C'est quand on parlait dans les registres là, qu'on cherchait quelqu'un. Ça, c'est celle qu'on cherche. Marie Fournier, qui s'est mariée avec Étienne Thibault. Mais ici, on voit Marie Thibault, Marie Ouimet. Et Marie Ouimet, mais c'est pas Marie Fournier. J'ai donc fait des recherches quand j'ai fait ça, là. La Marie Ouimet, elle existe, elle s'est mariée avec un Étienne Thibault, mais c'est pas la même personne que la Marie Fournier. Puis là, ben, comment est-ce qu'on arrive éventuellement à savoir ça? Là? Si tu regardes, si j'ai un autre Étienne Thibault, j'en ai un là, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là. Je pense que j'ai 20 Étienne Thibault, toutes dans la même région, toutes dans le même bloc d'années, des cousins, là. C'est vraiment un nom commun. Puis là, ben, pour savoir le nom, parce que mon but, moi, en fait, originalement, c'est de pouvoir remonter à cette génération-là que j'ai toujours pas. Mais dans le fond, c'est que je cherchais des enfants, c'est pour ça que j'en ai plusieurs ici, des enfants dans les paroisses autour de l'eau qui restait. J'ai fait page par page dans les bonnes années, tous les enfants de Étienne Thibault et de Marie Ouimet, je les ai documentés. Là, si on regarde, là, dans mes traces ici, là, ici, source, naissance, j'ai des numéros, mais quand j'arrive ici, j'ai registre de baptême. Ici, registre de baptême. J'ai passé plein de paroisses, page par page sur un bloc de 10 ans. Puis, je n'ai pas trouvé le registre de naissance avec cette mère-là. Mais je l'ai trouvé avec celle qui n'avait pas de nom, qu'on a fini par dire que c'est Fournier, qu'on a parlé l'autre fois. Donc, la preuve que ici, l'information, elle est erronée. Donc, on pourrait contacter nos origines, puis s'estimer avec lui avec des registres à l'appui pour démontrer que l'information-là est fausse, couper le lien puis réparer le lien. Les autres existent, Marie Ouimet puis Étienne Thibault. Marie Thibault puis Jean-Baptiste Lebert existent,
c'est le lien entre les deux qui est mauvais. Puis ils ont sûrement une fille qui s'appelle aussi Marie Thibault. Oui. Donc, c'est ça, c'est quand même important là, ce qu'on voit en ligne peut être vrai. Mentionne la source. Ça se peut que ce soit faux. Il ne faut pas prendre ça nécessairement pour du cash. Des fois, tu vas faire des recherches, tu vas monter une ligne au complet, tu vas te rendre compte que c'est mauvais. Toujours aller aux sources. Si on a une date, comme on mentionne souvent, plus il y a de gens, plus on est loin dans le temps, plus il y a de descendants, donc plus il y a de gens qui sont passés. Plus il y a de gens qui sont passés, plus il y a de chances que l'information soit vraie. S'il y a un registre, généralement, ils ne se sont pas trop trompés. Quoique des fois, ils peuvent pointer sur le mauvais registre, là, mais déjà, ça l'aide. S'ils n'ont pas le registre, puis tu sais, tantôt, la date de naissance était approximative, là, ils ne sont même pas certains. Donc, aller aux sources, puis essayer toujours de valider que l'information est valide. Surtout quand le site, plus on est loin du registre, plus il y a de chances que l'information soit erronée. Passons maintenant au prochain point. Ça, on peut en discuter quelques secondes, là, quelques minutes tout au plus. Je pense qu'on vous démontre très bien là, la chose. Si on dit de propager vos recherches, le résultat de vos recherches, de les rendre disponibles, d'en parler. Bon, là, je pense que nous, on n'a pas besoin parce qu'on amène ça à un niveau supérieur là, en faisant des vidéos et tout, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on fait ça, oui, on le fait pour nous, pour en apprendre sur nous, mais tant qu'à avoir tout fait cette recherche-là, si elle peut être utile pour d'autres gens. On l'a vu combien de fois qu'on est, moi et toi, mettons, le cousin éloigné, là, comme c'est le cas des ancêtres communs qu'on partage, ben, je veux dire, tu sais, la recherche que tu fais sur tes ancêtres de la Nouvelle-France, ben, à un moment donné, la journée que je tombe sur le fait que, bon, ben, j'ai le même ancêtre que toi, ben, au moins, tu auras fait une partie de la recherche. Puis c'est comme qu'on disait tantôt, comme tu disais tantôt, Yann, ben, plus qu'on monte haut, plus il y a de gens qui ont passé par-dessus. Puis, bon, si ces gens-là n'avaient pas partagé cette information-là, ben, ça serait beaucoup plus difficile notre travail aujourd'hui. Oui, on travaille, on s'assoit sur les épaules d'un géant qui est composé de plein de gens qui ont fait des recherches avant nous. Des fois, des gens plus spécialisés, comme l'autre fois, on mentionnait quand on parlait des Acadiens, là, on a des historiens qui vont vraiment chercher, puis qui vont faire des ouvrages qui vont vraiment aider beaucoup, beaucoup les gens dans la généalogie. Mais il faut toujours aussi se demander pourquoi est-ce que je fais de la recherche généalogique? C'est juste pour moi. Si on le met en ligne, ça va être emprunté. C'est l'objectif. Souvent, ceux qui font de la généalogie, là, probablement plusieurs de ceux qui nous parlent ne sont pas dans la vingtaine. Là. Il y en a plusieurs qui sont probablement même plus âgés que nous. Souvent. Ils font ça parce qu'ils veulent savoir, mais c'est bon aussi de le partager. Les informations qu'on trouve, là, il faut pas les garder secrètes les années avec nous dans la tombe. Il faut le partager avec les gens, il faut les donner aux prochaines générations. Internet, c'est une façon simple de pouvoir le rendre disponible, surtout quand on est certain de nos infos, surtout quand on mentionne nos sources puis qu'on a des registres. On aide d'autres gens à trouver ça. Au bout de la ligne, on est sur la quête de la vérité. C'est quoi qui s'est passé vraiment? C'est qui les ancêtres? C'est qui tes ancêtres, mes ancêtres? C'est quoi leur vie? C'est quoi qu'ils faisaient? Comment est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils habitaient? Puis, plus qu'on a d'informations, plus qu'on est capable de regrouper d'informations, plus que ça va être. Là, puis c'est ça va être, ça assez intéressant. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plein de sites, là. Ancestry, c'en est un. Moi, j'utilise Généalect. Quelque chose que j'aime sur Généalect, c'est que tu as ton testament généalogique. Quand tu t'inscris, tu as une page qui dit qu'est-ce que tu veux qui se passe avec tes recherches qui sont en ligne une fois que tu décèdes. Là, tu marques, moi, je veux que ce soit online, je veux que ce soit disponible à tout le monde. Là. Je donne ça à qui bien veut l'utiliser. Il y en a d'autres qui veulent, regarde, moi, quand je ne suis plus là, ferme ça puis efface ça. Tu sais. Chacun va avoir une opinion différente, mais ce qui est intéressant, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Moi, je parlais, pas plus tard que ce matin, je parlais avec mon fils de choses, puis là, il disait, un jour, quand moi je serai plus là, il va pouvoir continuer si ça y tente, ou il dit, ben, tu as fait tellement de job, papa, que j'aurais plus rien à faire. Je pense pas, là. Mais
c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Tu sais, la généalogie, c'est l'œuvre d'une vie. C'est pour ça que c'est intéressant, justement. On peut, tu sais, il y en a qui vont faire des registres de généalogie, là, tu sais, où tu vas voir toute la famille. Il y en existe pour la famille Lauzon, Béliveau. Souvent, tu Hmm. vas trouver ça aux Archives nationales. Il y en a qui vont publier des livres, comme on avait déjà vu Pierre-Carl Vachon, qui fait des ouvrages vraiment. euh, André Carme. Excusez, André Carl Vachon. Pardon, André Carl. Euh, tu sais, moi, c'est des références que j'utilise quand je recherche sur ma famille Hébert parce qu'il il est allé fouiller vraiment précis sur des choses. Là, on en a qui sortent des livres sur nos ancêtres ou sur les gens qui ont influencé nos ancêtres, sur les Champlain, Cartier. Tu sais, des recherches gigantesques qui ensuite sont disponibles à nous autres. Si les gens ne rendaient pas ça disponible, tu sais, la job de réussir à remonter au début de la colonie, si on fait ça tout seul, sans l'aide de personne, est beaucoup plus grosse que ce qu'on a disponible présentement. Puis plus ça va avancer, mieux ça va être parce que justement, les gens partagent. Fait que faites votre généalogie, puis partagez-la avec le monde, surtout quand vous êtes sûr de vos sources. Mhm, mhm, mhm. Puis les petites histoires, hein, je pense aussi à des gens qui, on le voit, ben nous, Vaudreuil-Soulanges, là, d'hier à aujourd'hui, sur ce site, il y a quelques auteurs là, qui vont nous écrire des bijoux de texte là, sur des gens qui ont marqué la région, mais qui sont aussi les ancêtres là, des gens de la région. Puis je trouve ça magnifique, moi, que ces gens-là là, nous partagent là, cette passion-là, puis cette information-là. Sur des sites comme GDAnet, on peut toujours mettre des commentaires, mais même sur nos origines, là, quand on commente, il y a toujours une partie anecdote, vie ou truc dans le genre qu'on peut rajouter de l'info. Quand c'est des parents, tu sais, quand on fait des fiches de gens qu'on a vraiment de l'information, c'est intéressant justement de documenter qu'est-ce qui se passe avec ça. Euh, on, on vient de passer là, 3 points dans la même discussion, là, sur, comme je disais, bon, de propager là, vos recherches, là, de les rendre disponibles. Ce qui dit, l'autre point, c'était de ne pas mourir avec nos histoires, hein, fait que qui est un peu en relation. Et comme que tu disais, Yann, ben, tout ce que tu vas mettre en ligne, va être emprunté. Puis bon, je pense que c'est ça qu'on. Emprunter. Ben, c'est ça, tu sais, on va être pris par quelqu'un d'autre. C'est un peu ça qu'on veut, mais il faut utiliser un peu là, la discrétion à savoir qu'est-ce qui se publie ou pas comme information. Ça fait pas mal le tour. Il y a d'autres, il reste deux petits points dans cette liste-là qu'on aimerait aborder une autre fois, comme j'en ai parlé tantôt, là, si jamais on parle de l'ADN aussi en généalogie, hein, parce qu'il y a la généalogie et il y a la génétique, Oui, qui ça, sont deux choses c'est. différentes. Oui, puis c'est des technologies émergentes qui sont utilisées en généalogie. Là, il y a plein de recherches qui sont spécifiquement justement pour ça. Sont rendues des fois quand ils trouvent des fossiles, ils ont des génomes dessus, puis là, ils retrouvent des descendants vivants de telle ou telle personne là, de là, 35 000 ans. C'est quand même assez spectaculaire. C'est toujours le fun, là. Mais Mhm. d'une autre façon, tu sais, pour des gens comme moi et toi qui ont une base d'informations intéressante là, sur parents, grands-parents, c'est pas pire, là. Mais tu sais, quelqu'un qui a été adopté ou qui ne connaît pas ses parents, des fois, pour remonter plus haut, là, Mhm. euh, c'est une autre histoire, là. Des fois aussi, tu peux retrouver des relatifs que tu ne savais pas qui existaient. Euh, des gens tu sais, qui ont des parentés non connues des naissances hors mariage, des trucs dans le genre. Des fois, ça peut être un peu surprenant, mais surtout, c'est des belles histoires pour ceux qui avaient juste pas l'information. Quand tu sais pas c'est qui tes parents, là, euh, Mhm. l'ADN, ça peut être une belle source d'information là, pour réussir à explorer ça. Ouais, 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 tout à fait. Mais loin de nous, de notre expertise, bon, j'ai une certaine compréhension de la chose. Puis je comprends aussi que plus qu'on va avancer dans le temps, plus qu'on va populer cette base de données-là, d'ADN, ben, plus que les résultats vont être précis, là. Éventuellement, il y en a, des fois, j'entends, ah, ça n'a pas d'allure, ils ont sorti tel résultat. Ouais, mais calme-toi, là, tu sais.
tu es en train de comparer un échantillon de 1000, 2000 personnes, là, on verra là, quand on aura là, quelque chose d'un peu plus gros. Fait intéressant, par contre, là, c'est pour nous, qui a beaucoup de descendance en Europe, principalement dans les régions de la France, les tests d'ADN dits récréatifs, jusqu'à preuve du contraire, sont encore interdits en France. Donc, faire un test d'ADN pour des buts de généalogie, en France, ça ne se fait pas. Ce qui donne que la base d'information de descendance française est beaucoup moins étoffée que du côté viking, du côté anglais, du côté. Fait que souvent, les gens sont surpris. C'est comme, ben oui, toute ma famille est francophone. Puis là, je regarde, je suis comme 92% viking. Mais c'est parce qu'il y a eu des échanges déjà culturels entre les différents peuples, on a déjà parlé. Mais aussi, c'est que il n'y a pas de tests qui sont faits spécifiquement en France pour ça. Donc, l'information purement française est difficile à trianguler. Ouais. Ça. Eh bien, sur ce, je pense qu'on a fait le tour là, de ce qu'on voulait jaser avec vous. Encore une fois, si jamais vous voulez intervenir, je mentionne comme la dernière fois, donnez-moi un petit peu de temps. On va éventuellement avoir d'autres invités. Il faut juste que j'arrange là, mes flûtes. Puis, les gros projets sont en branle, mettons. C'est ça. Puis, vous allez en savoir là, un peu plus la prochaine fois. Souhaitons-le. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant la vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée à toi, Yann. Merci, Eric. Bonne journée à vous. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée à toi, Eric.